Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 26 novembre. Il y a enfin un document pour attester des connaissances sur le code de la route. Le permis de conduire est disponible. Le premier a été émis lundi en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. La brise du lac Tanganyika soufflera sur la 11e conférence de gouverneurs. Kalemi est une ville choisie et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'assume des derniers réglages. Les projets de construction actuels imposent l'intégration de dimensions réchauffement climatique. Les femmes architectes congolaises, françaises, belges et béninoises ont échangé les expériences sur cette question contemporaine. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures d'actualité. Le président de la République est arrivé ce mardi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour présider la 11e conférence des gouverneurs avant de s'envoler pour Kalemi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les travaux du 5e congrès africain de neurochirurgie. Le go a été donné par le chef de l'État donc ce matin en présence de plus de 300 experts en neurochirurgie venus de 86 pays. Le chef de l'État, qui salue le progrès enregistré par la République démocratique du Congo dans ce domaine, a confirmer et affirmer l'engagement du gouvernement de bâtir un système de santé inclusif en République démocratique du Congo. Guilain Kabalouti. La pratique des neurochirurgies en République démocratique du Congo est en progrès. Hier, 80% des pathologies neurochirurgicales étaient transférées à l'extérieur du pays et aujourd'hui, il n'y a que 20% des cas. Ces chiffres ont été révélés ce mardi 26 novembre 2024 au Fleuve Congo Hotel à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa du 5e congrès africain des neurochirurgies, KANGS. Depuis plus de 35 ans, on n'avait qu'un seul neurochirurgien qui traversait tous les pays pour 75 millions d'habitants. On s'est organisé depuis 2013 à créer une structure qu'on s'est mis ensemble avec les neurochirurgiens de la diaspora, qu'on a créé Paul et puis la Société congolaise de neurochirurgie, qui nous a permis de rassembler nos matériels et nos connaissances pour aider la population. Et à ce jour, les résultats à payer grâce à l'appui du chef de l'État qui chaque année, on lui présentait les problèmes, il n'a cessé de nous soutenir et nous sommes passés de 2015 à ce jour, sur les 8 ans, on est passé de 2 neurochirurgiens à 24 neurochirurgiens et dans les 3 ans à venir, nous passerons à 50 neurochirurgiens. Un appui du chef de l'État réitéré ce jour grâce à sa présence à ces grands événements organisés à Kinshasa avec plus de 300 experts en neurochirurgie venus de 86 pays. Les progrès et les avancées enregistrées dans ces disciplines en Afrique et plus particulièrement en RDC ont été salués par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dans son discours a réaffirmé l'engagement du gouvernement de bâtir un système de santé inclusif en RDC. Cette avancée inimaginable il y a encore quelques années est le fruit des efforts remarquables de grandes écoles africaines de neurochirurgie. Je cite ici l'école du Sénégal sous la direction du professeur Badiane, l'école du Maroc guidée par le professeur Hamlichi et l'école du Zimbabwe représentée par le professeur Kalangu. Leur expertise et leur engagement ont ouvert des perspectives inédites pour le continent, transformant l'impossible en possible. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour tracer ensemble les contours de l'avenir de la neurochirurgie en Afrique, permettez-moi de réaffirmer avec force l'engagement de mon gouvernement en faveur d'un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité. Qu'il s'agisse des soins primaires ou des services tertiaires les plus spécialisés, notre ambition est claire: bâtir un système de santé inclusif, fondé sur l'équité, l'excellence et l'accessibilité pour tous. Des trophées, 3 au total, ont été remis par le chef de l'État à quelques écoles qui ont formé des néochirurgiens congolais. Il s'agit des du Maroc, du Sénégal et du Zimbabwe. Ouvert officiellement par le président de la République pour 3 jours, le congrès de la KANGS est une expérience incroyable qui réunit les neurochirurgiens du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs dans le domaine. Je vous emmène présentement le de la Chambre
Une mission de 4 mètres à l'honorable avec son homologie autour de rester notamment le l'énergie propre, renouvelable, des transports avec la gestion de fer de Kinshasa et la réhabilitation de quelques aéroports. Il était avec Anim Balaka. Invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anna Figue-Bali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, le professeur Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la des représentants égyptiennes Ahmed Ezzat Manaha et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Le mercredi 27 novembre, le professeur Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la représentant égyptienne, Dr Anna Figue-Bali, pour une séance de travail avant de poursuivre le séjour avec d'autres activités au programme. Avec un agenda qui s'étale jours, cette visite va aussi être une occasion pour les présidents des deux chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux, dont l'honorable Berthold Oulungu, président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Tumbambombo Isis, du Parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibandi Nzondomio, du réseau des jeunes parlementaires, ainsi que de l'honorable Abdallah Penembaka de AAUNC. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC, Echam Adel Salam, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les deux pays frères pour l'intérêt de leur peuple. Revenons au pays, à Mbuji-Mayoka oriental, où le sénateur José Kalalawa est allé au chevet des victimes des démolitions des maisons sur l'emprise de l'aéroport de Bipemba. Arrivé sur le lieu, le premier vice-président du Sénat a remis une enveloppe aux victimes compatissant ainsi à leur malheur. Une autre demandé à la population de soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Talouambois, José Monekene, envoyé spéciaux. L'attente était chargée d'émotions. Les victimes des démolitions dans la zone d'emprise de l'aéroport national de Bipemba se sont rassemblées dès l'aube, impatientes de voir le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, pour son implication personnelle auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans leur indemnisation. Vêtu de blanc, amoureux de paix, ce digne fils du terroir est accueilli par les autorités provinciales. Ensuite viendra une procession solidaire et de soutien aux côtés des sinistrés de Bipemba, marquant ainsi son engagement envers en triomphe. Après un court entretien avec le vice-gouverneur de province, les sinistrés de Bipemba vont l'obliger à laisser son cortège pour une marche à pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting. Jokal, comme on l'appelle affectueusement, va communier avec les siens. Dans son discours, José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, va adresser un message de réconfort et d'encouragement aux victimes, tout en appelant la population de la province du Kasaï oriental à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez appris l'initiative du président de la République de changer ou de réviser la Constitution. Je vous demande de le soutenir et l'accompagner dans ses actions. Et pour partir au malheur de compatriotes, José Kalala va être à titre symbolique l'enveloppe aux victimes et manière lui soulager un temps soit la souffrance de ses compatriotes, cette population qui jusqu'à ce jour continue à passer la nuit à la belle étoile. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Rabat sont au beau fixe pour la première ministre Judith Suminwa elle est en route pour Tanger, assister au Forum national médical de 2004. Elle a échangé à Rabat avec le Marocain Aziz Akanouk. Les personnalités ont pas vu mériter
des relations bilatérales entre les deux États qui remontent à plusieurs décennies. Pompoumba, Djoukou et Chemendondo. Mardi 26 novembre 2024, Aziz Akanous, Premier ministre du Maroc, vient accueillir son homologue venu de Kinshasa. Judith Souminoua Toulouka effectue une première visite à Rabat sur le trajet conduisant au bureau pour une discussion. Les deux personnalités ont échangé les informations sur les sujets d'intérêt mutuel. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas manqué de mentionner les efforts de son pays pour préserver la paix et la cohésion. Un engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa et Rabat se tournent résolument vers un partenariat gagnant-gagnant en termes d'opportunités économiques. Le renforcement coopération bilatérale ainsi que le partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique en avant-plan ont occupé les échanges. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons, au cours de cette rencontre, pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. La RDC et le Maroc vont tirer parti de leurs ressources respectives pour bâtir le prix de toujours entretenu de liens fondés sur les valeurs de solidarité africaine et coopération sud. Le désormais République démocratique du Congo, son lancement était hier, vice-premier ministre des Transports de l'opération d'Elios de cette heure à l'obtention permis de conduire à la réussite théorique et incidents liés aux erreurs de conduite et aux facteurs humains, mais aussi faire respecter le code de la route. Anastasie Doumbou et Nicole Sesseploka. 7 ans après une longue attente, le gouvernement relance l'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir dans son mot du lancement que la non-disponibilité de permis de conduire constitue un facteur important de sécurité routière. Le nouveau permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, n'est pas seulement un document administratif, un imprimé de valeur au titre sécurisé. Il est la preuve de la compétence, de la responsabilité et du civisme de chaque conducteur. Je voudrais aussi rappeler ici que ce permis de conduire ne fait pas office de carte d'identité. Pour les VPM, l'obtention de ces permis avec puce permet également de lutter contre la fraude et les faux documents. Fruit d'un partenariat gouvernement-société autogiste, Marc Jabour, le directeur général de cette entreprise, salue ces partenariats. Pour lui, c'est une valeur ajoutée dans le secteur du transport. Le paiement des frais se fait à la banque Affeland et le retrait du document au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP.cd. Répondant aux normes internationales, le permis est délivré à toute personne justifiant d'une parfaite formation en conduite et d'une maîtrise du code de la route et ayant passé un contrôle médical son aptitude physique. Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, va vibrer demain au rythme de la 11e session de la conférence des gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Déjà présent à Kalemi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présidé la réunion provinciale de sécurité, question de donner des orientations pour la réussite de ces assises. Bobo Anan Mokondi. Il est 17h passé de 50 minutes que l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières atterrit à l'aéroport de Kinda.
Il est accueilli au pied d'avion par le gouverneur de la province du Tanganyika, Trissa Kitungwa, et tant d'autres autorités politico-administratives. Tout de suite, le chef de la police passe en revue les troupes d'honneur de la police bien avant de communier avec la population composée des femmes et des hommes avec banderoles et calicots en main, scandant des chants et danses. Une façon d'accueillir les patrons de la sécurité. Jacquemin Chabaniloukou est venu participer à la 11e session de la conférence de gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo qui se tient du 27 au 29 novembre au gouvernorat de la ville de Kalemi. Tous les services en dehors de la police sont interdits de procéder à l'arrestation des mototaxis. La police devra intensifier la patrouille pour renforcer la sécurité à Kinshasa. La courtoisie routière en cette période des festivités de fin d'année vient ainsi d'être lancée par le commissaire de la PNC Kinshasa qui a pris d'autres mesures lors de la parade tenue au palais du peuple Anastasie Doumbou. C'était au cours de la parade mixte PNC-FARDC que le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba déterminé à intensifier la patrouille pour renforcer la sécurité des Kinoises et Kinois en cette période de festivités de fin d'année. Le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa a également pris d'autres mesures telles que la lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à des fourrières. L'interdiction d'arrêter des mototaxis par tous les services en dehors de la police de circulation routière. J'interdis formellement la tracasserie sur la route. La police est là aussi pour réglementer. En ce qui concerne les exécutions des délogements, le commissaire Blaise Kilimbalimba a déclaré que ces services vérifient attentivement les décisions judiciaires avant d'envoyer les éléments à accompagner les huissiers de justice. Quelques présumés criminels, auteurs de vols de motos et visites domiciliaires ainsi que plusieurs véhicules en mauvais état arrêtés ont été présentés. Regardez vos amis policiers. Ils sont aujourd'hui devenus des criminels. Ils sont là pour attaquer les motards et les assassiner. Le métier d'un motocycliste, c'est aussi un métier noble. Il a par ailleurs demandé aux agents de l'ordre de fournir des efforts pour que la ville soit calme et sécurisée en cette période. En santé, situation épidémiologique de la maladie Mpox à la 47e semaine renseigne 893 cas suspects, dont 42 cas confirmés. Entre-temps, le ministre de la Santé publique confirme la réception de 20 000 doses de vaccins pour renforcer la campagne de vaccination. Robert Ndaye et Jérès Kelani. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale respecte sa tradition dans le cadre de la rédivabilité pour communiquer sur l'évolution de la maladie du singe. Au cours de la semaine 47, 893 cas suspects, dont 42 cas ont été confirmés. Le taux de létalité a augmenté, passant de 0,21% dans la semaine 46 à 1% dans la semaine 47. Depuis le début de l'épidémie, de la première semaine à la 34e semaine, 49 0,56 cas suspects ont été rapportés, parmi lesquels 10 846 cas ont été confirmés et 1193 cas décès ont été enregistrés. On note la réception de 20 000 doses en provenance de la Belgique, la réception de 2300 doses du Portugal, la réception de 5 000 doses des Émirats Arabes Unis. Suite à la collecte journalière des données, les cas suspects pour la semaine 47 est passé de 893 42 cas confirmés et 9 décès parmi les cas suspects. La vaccination Mpox, comme vous le savez, c'est une vaccination qui s'est faite pour la première fois au titre d'une réponse. Eh bien, cette vaccination a ciblé 6 provinces et la couverture à ce jour est une couverture de 103%. Pour ce faire, le ministère de la Santé va poursuivre la vaccination dans la zone de santé de Kokolo, la révision du plan de vaccination selon la nouvelle stratégie de vaccination en cours. Parlons tourisme en République démocratique du Congo avec une nouvelle politique pour redynamiser ce secteur et diversifier l'économie nationale. Le ministre du Tourisme Didier Mpiamba et
collègues de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, ont co-animé hier lundi un briefing presse qui a fait un focus sur les réformes visant à débloquer le potentiel touristique de notre pays. Jacques Kaboba. Nous voulons donner une image positive de la République démocratique du Congo dans les secteurs du tourisme. Didier Pambia, ministre du Tourisme, l'a dit au cours du briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Focus sur les réformes visant à débloquer les potentiels touristiques et à diversifier l'économie nationale, c'est le thème retenu. Le thème n'est pas un thème imposé par nous, mais c'est un thème qui est imposé par ONU Tourisme. C'est un thème qui est au niveau international. Parce qu'au niveau international, on réalise aussi que le tourisme peut être un vecteur de paix. Il peut permettre que nous puissions, autour des zones de conflit, comme dans les Virunga, en établissant des villages touristiques ou des zones d'activité touristique, contribuer à rétablir la paix. Et je suis convaincu aussi que le tourisme transfrontalier peut permettre aussi d'avoir une approche nouvelle qui va permettre aussi de réduire le village touristique. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que je voudrais quand même aller dans les détails. Mais vous voyez que dans ce diagramme, il y a toute une série de choses qui se font et qui permettent de créer de l'emploi et surtout aussi de s'arrimer au PDL 145. Parce que dans chacune des provinces, il y a des zones où on peut créer des villages touristiques. Dans chacun des territoires, il y a un potentiel touristique qui peut être développé, créer de l'emploi, améliorer le pouvoir d'achat des populations et aussi permettre donc que nous puissions créer des choses assez différentes. Et aujourd'hui, je remarque, malheureusement, nous qui sommes un peu zaïrois, nous avions des repères sur ce qui concernait par exemple les saluts au drapeau et toutes ces valeurs. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus avec l'apparition des réseaux sociaux une forme de dispersion sur des questions essentielles. Et dans les cadres justement de ce travail qui pour nous, avant d'ailleurs de faire le travail à l'international sur le branding du pays, nous travaillons à faire ce que nous on appelle la nation building. Il faut construire cet État. Il faut le reconstruire. Et on ne peut pas reconstruire un État qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs la responsabilité des médias là-dedans, parce que nous sommes comme une rampe de lancement. Lorsque nous parlons de Bendele Koyaté, lorsque nous parlons de Tout pour la patrie, c'est justement pour maintenir allumée cette flamme. La semaine congolaise du tourisme se tient au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Elle va accueillir plusieurs ministres du tourisme de l'Afrique. Une manière pour les ministres Didier Pambia de faire voir à la face du monde que la RDC est un pays où il fait beau vivre. En France, les prévisions de croissance, d'inflation et de réserve internationale vont être développées avec le programme formel du Fonds international. La Troïka a aussi examiné la stabilité du cadre macroéconomique et elle constate que cette stabilité se poursuit. Sylvie Moembo, Ibrahim Sako pour les détails. La République démocratique du Congo est en bonne voie pour conclure 2 programmes formels avec le Fonds monétaire international. Cette assurance ressort de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï. Au cours de cette réunion, des instructions ont été données aux experts congolais pour finaliser les actions en rapport avec la présentation du dossier au conseil d'administration du Fonds monétaire international d'ici décembre 2024. Les membres de la Troïka ont été conviés à plus d'actions pour préparer la mise en œuvre des différents repères et engagements qui seront adossés au programme formel avec cette institution de Bretton Woods. Le directeur des cabinets du ministre des Finances, Alain Malata, est revenu au terme de cette réunion sur les bien-fondés de ces nouveaux programmes formels que Kinshasa entend conclure avec le FMI. Nous osons croire que le programme permettra d'attirer les investissements divers, non seulement des partenaires traditionnels, mais également du secteur privé pour pouvoir augmenter le potentiel global de l'économie. De la part maintenant de la partie congolaise, c'est plus d'efforts en termes de réformes, en termes de suivi, en termes d'évaluation et en termes d'innovation et de créativité pour essayer de maximiser la qualité des résultats que nous attendons. Ce qui paraissait comme une gageure est devenu réalité. C'est réjoui Alain Malata, conscient du travail qu'il reste à abattre pour atteindre le meilleur résultat, non seulement en matière de stabilité macroéconomique, mais également en matière d'augmentation du niveau des investissements.
Le changement, l'une des réformes financières en République démocratique du Congo, est essentielle pour transformer durablement la gestion publique tout en tenant compte des réalités institutionnelles et des résistances humaines. Les parties prenantes viennent de valider les stratégies de ce changement. Rikin Zouzi et Tété Bongoudja pour le reportage. Les réformes des finances publiques entreprises en RDC depuis plus d'une décennie visent entre autres l'amélioration de la transparence dans la gestion, la modernisation des outils et les processus budgétaires ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle des ministères et d'autres agences impliquées dans la gestion des ressources publiques, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne et l'amélioration de la reddition des comptes. Ces transformations profondes nécessitent des changements significatifs qui malheureusement se retrouvent en face des résistances. Le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, représenté par Madame Angélique Boulemi, secrétaire exécutive adjointe, entend valider les stratégies pour relever les défis. Il s'agit de livrer au gouvernement 4 produits attendus, une définition claire d'un modèle à suivre, les types de messages à passer, l'organisation à mettre en place et une matrice de résultats. Une orientation sur la sensibilisation des diverses parties prenantes, une ébauche d'un plan de communication interne et externe et 4e produit attendu, une indication précise sur des actions spécifiques au suivi des groupes ou des personnes nécessitant une attention particulière pour corriger la fausse perception des réformes. La conduite du changement dans les réformes est donc essentielle pour transformer durablement la gestion publique et le soutien de la Banque mondiale à travers le projet encore facilite efficacement cette transition. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les projets de construction actuels imposent l'intégration de dimensions réchauffement climatique. Les femmes architectes congolaises, françaises, belges, béninoises ont échangé les expériences sur cette question contemporaine à travers un atelier clôturé ce mardi à Kinshasa. Patrick Kachala, Chemen Dondo et Junior Koufouza. L'atelier s'est tenu dans un cadre convivial favorisant les échanges et le partage d'expériences entre les architectes femmes avec de différents professeurs d'université d'architecture de la RDC et de l'Europe, qui ont souligné chacun à son tour l'importance de l'architecture durable dans les contextes actuels. Beaucoup d'hommes ouvriers ont parfois des difficultés à imaginer se faire diriger par une femme architecte sur un chantier de construction. Que la femme ne doit pas être cantonnée dans un métier d'exécution, mais que la femme peut diriger une équipe dans la société, dans la construction des villes, de notre cadre bâti. Parmi les objectifs majeurs de cet atelier était de sensibiliser et de former les architectes face aux défis de changement climatique et créer un réseau solide entre les architectes femmes de la RDC et d'ailleurs. Enfin, de travailler ensemble pour promouvoir de pratiques architecturales durables et respectueuses de l'environnement. L'architecture est un métier méconnu dans notre pays et en particulier pour les architectes femmes, les opportunités sont très limitées. Alors avec AAF, Afrique Architecture Formation, nous sommes en train de faire une enquête pour essayer d'identifier les problèmes que les architectes femmes rencontrent dans leur profession, de trouver des solutions pour qu'elles puissent s'en sortir et surtout faire des recommandations afin que le métier soit connu et soit bien pratiqué. Parce que c'est un métier qui n'est pas seulement pour être sur chantier ou pour dessiner, mais c'est un métier transversal qui ouvre les portes pour tout et dans tous les domaines. En unissant leurs forces et en partageant leurs connaissances, ces professionnels de l'architecture espèrent non seulement améliorer leurs compétences, mais aussi contribuer de manière significative à un développement urbain durable en Afrique et au-delà. En politique, Christophe Mbosoko Diampouanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, se range du côté du changement de la Constitution. Dimanche dernier, au stade municipal de Massina, il a prêché le changement de la Constitution voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant une foule composée des membres de sa formation politique, la Convention pour la République et la démocratie, CRD. Rodi Panda.
Cette foule impressionnante remplie au stade patriotique de Massina, district de la Tchangou, autour du patriarche Mbosoko Diapwanga Christophe, est une preuve d'adhésion au vœu du chef de l'État pour la révision ou les changements de la constitution de la RDC après les rassemblements du stade Vélodrome de Kintambo, la Convention pour la République et la démocratie CRD de l'honorable Mbosoko Diapwanga a poursuivi le dimanche 24 novembre son plaidoyer pour les changements de la Constitution. L'homme de l'événement a insisté sur l'importance du changement de la Constitution. Selon lui, cette démarche est essentielle pour donner au pays des garanties stables d'être dirigé par un véritable fils de cette nation. Le chef de l'État veut le changement de la Constitution. Moi, je l'accepte et je le soutiens. Vous devez faire autant. À la fin des réflexions, vous vous prononcerez par référendum. Plusieurs personnalités et invités de marque qui épousent la vision du président de la République et la position du patriarche Mbosoko Diapwanga pour les changements de la Constitution étaient présents, parmi lesquels les vice-ministres de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, en tant que membre influent du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Christophe Mbosoko Diapwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, demeure jusqu'ici le seul leader politique à s'exprimer publiquement en faveur du changement de la Constitution. Et pour finir, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est rendu au mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ce site désormais touristique à Lembikaï. Depuis quelques jours, ce lieu mythique où repose pour l'éternité l'icône de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba, est fermé pour les travaux de rénovation. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de son parti a effectué une descente sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Sur place, honorable Augustin Kabouya s'est incliné devant la mémoire de son maître politique avant d'échanger avec les agents commis à la sécurisation de ces cadres touristiques et l'entreprise qui exécute ces travaux. Sous les ovations des militants de son parti, le président intérimaire de l'UDPS a eu à visiter tous les compartiments de ces chantiers pour avoir tous les détails sur la nouvelle configuration de ces mausolées. Pour ce faire, le numéro 1 de l'UDPS a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux et la réhabilitation des poteaux de drapeaux qui flottent sur ces sites. Sur ce, l'entrepreneur a rassuré les lieutenants politiques de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de remettre l'ouvrage avant le mois de février 2025. C'est sur une note de satisfaction que le député national de Mwamba, Augustin Kabouya, a bouclé sa tournée d'inspection. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kalemi et dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano, demain 7h et Rudis Kitou Moudiri. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.